Moi, c'est le cancer qui a fait que je me suis intéressée au cannabis médical. En 2010, j'ai reçu un terrible diagnostic, un glioblastome de grade 4, un cancer du cerveau rare et agressif dont le taux de survie était de 12 mois. J'avais 36 ans, 2 jeunes enfants. Disons que ce n'est pas le genre de nouvelles qu'on veut recevoir quand on pense qu'on a toute la vie devant nous. À l'époque... Ah, ça ne marche pas? Bon. OK. À l'époque, le cannabis médical était prescrit au Canada, mais seulement en soins palliatifs. Donc, heureusement pour moi, l'opération, la radiothérapie, la chimiothérapie ont fonctionné, ce qui fait que je ne me suis pas rendue là, une chance. Toutefois, je me suis ramassée avec beaucoup de médicaments, des médicaments pour gérer la maladie, mais aussi pour gérer les effets secondaires des traitements. Moi qui n'étais pas habituée de prendre autant de médicaments, ça m'a un peu secouée. Quelques années plus tard, j'ai développé un cancer du sein. Et encore une fois, retour au traitement de radio, chimiothérapie. Et cette fois-ci, j'étais vraiment déterminée à utiliser le cannabis pour me soigner de façon plus naturelle. Et ça m'a pris 1 an pour trouver un médecin qui prescrivait parce que bien que c'était légal au Québec, d'où je viens, très peu de médecins le prescrivaient et ceux qui le faisaient ne s'affichaient pas. Donc, c'est très difficile de trouver un médecin prescripteur. Et quand j'ai fini par avoir ma prescription, on m'a dit, voici, il y a des produits de THC, il y a des produits de CBD, bonne chance. Donc, j'ai fait par moi-même mon traitement, mes essais, mes erreurs avec les bons et les mauvais coups. Je vous dis tout de suite, j'ai déjà passé une journée au lit par une surdose de THC pour me rendre compte que ce n'était pas tout à fait ça. Mais la journée que j'ai trouvé le traitement qui fonctionnait pour moi, ça a changé ma vie. J'ai remplacé les anti-inflammatoires, les antidouleurs, les somnifères, les anxiolytiques par l'huile de cannabis seulement. Et c'est ce qui m'a donné envie d'ouvrir une clinique de cannabis médical pour permettre aux gens d'avoir accès au traitement, mais surtout d'avoir de l'accompagnement pour avoir un bon plan de traitement et du soutien par des professionnels de la santé. Alors, je me présente, Véronique Lettre, je suis présidente de la clinique Nature Médic. Ah! Lui, celui-là? OK, parfait, merci. Je suis l'auteur de 2 best-sellers, Plus fou que ça, tu meurs, qui racontent mes aventures humoristiques avec le cancer, parce que même si c'est pas drôle, il vaut mieux en rire qu'en mourir, ça c'est certain. Je suis aussi l'auteur du premier livre en français sur le cannabis médical au Québec. Alors, j'étais bien nerveuse quand j'ai lancé ça, mais finalement, il y a eu beaucoup de succès, puis ça permet un peu de déstigmatiser la plante. J'ai suivi des formations en cannabis médical au Colorado et j'ai également suivi un cours de cuisine avec un chef à Los Angeles parce que j'étais intéressée à connaître un peu plus ce que pouvait faire la plante et comment les patients pouvaient cuisiner pour se soigner. Donc, c'est un peu mon parcours. J'étais une gestionnaire dans le domaine publicité-marketing. Rien ne me prédestinait à un jour accompagner des patients avec le cannabis médical. Donc, notre clinique a déjà suivi près de 1000 patients depuis son ouverture il y a 18 mois. On a une douzaine de médecins prescripteurs avec nous et une équipe d'infirmières à temps plein qui accompagnent les patients dans leur traitement avec le cannabis. Donc, la moyenne d'âge des patients, c'est de 65 ans. J'en ai qui ont 95 ans. Il n'y a pas d'âge pour essayer le cannabis, puis contrairement à ce qu'on pense, les plus âgés ne sont pas du tout réfractaires au traitement, peut-être parce qu'ils ont vécu les années 70 et puis celle-là, peut-être, qui sait. Et la grande majorité n'a jamais consommé de cannabis de sa vie. D'ailleurs, la première chose que le patient nous dit en rentrant dans le bureau, c'est « Je ne veux pas fumer, je ne veux pas de THC ». Bien, finalement, il va en prendre du THC, mais il ne le sait pas encore. Puis, il consulte surtout pour tout ce qui est douleurs chroniques, arthrite, arthrose, fibromyalgie, anxiété, insomnie. Ça, je vous dirais, c'est 85 % des pathologies là, pour lesquelles les patients vont venir consulter pour le cannabis médical. Ils ont tous un but commun, c'est qu'ils veulent se traiter de façon plus naturelle, avec moins d'effets secondaires, et c'est ce qu'on essaie de leur offrir. Donc, la législation au Québec, au Canada, elle est mieux qu'ici. On est plus avancé, mais elle est parfois confuse chez nous aussi. Allez pas vous penser que c'est plus beau chez le voisin.
Donc, nous, c'est en 1923 que le cannabis est devenu illégal au Canada. Et c'est en 2001 qu'ils ont lancé le RAM-FM, qu'on appelle, qui est un règlement pour l'accès à la marijuana médicale, mais qui était à ce moment-là seulement disponible sous forme d'herbes séchées. Alors, c'est sûr que pour les médecins, dire à un patient, oui, oui, viens, je vais te prescrire du cannabis, tu vas fumer. Alors, encore une fois, ça a rendu les médecins très frileux à prescrire parce qu'il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas avec santé et fumée. Et puis, c'est seulement en 2016 qu'on a vu l'apparition des huiles sur le marché médical. Et ça a vraiment changé complètement la perspective des patients et des médecins. Ça a révolutionné le monde médical, l'apparition des huiles sur le marché. Et ça nous a permis, je pense, d'aller convaincre plus facilement certains médecins de le prescrire. Et c'est en 2018, comme vous savez, l'automne passé, Justin Trudeau a légalisé l'usage récréatif. Je vais vous en parler un peu plus tard de la révolution que ça a créée. Et on attend cet automne tout ce qu'on appelle les produits dérivés de cannabis. On parle beaucoup des brownies aux potes, mais c'est bien plus que ça parce qu'on attend l'arrivée des crèmes, des patchs transdermiques, donc beaucoup de produits au niveau médical qu'on espère que Santé Canada va approuver et rendre disponibles dès cet automne. Donc, au niveau de la différence, parce qu'à travers notre beau pays, vous savez, le Québec, on fait toujours les choses un peu de notre façon, de notre côté. Alors, c'est la même chose pour le cannabis. On a des règlements différents. Et je vous dirais que le Québec est la plus frileuse des provinces dans l'application du cannabis, autant récréatif que médical. Donc, au Québec, pour l'instant, l'âge est à 18 ans, mais là, on a un nouveau premier ministre. Alors, lui, il veut monter ça à 21 ans, donc ça va changer. La vente est contrôlée par le gouvernement seulement. Donc, le récréatif est vendu par le gouvernement. Et le médical aussi est vendu par les producteurs approuvés de Santé Canada. On ne peut pas faire pousser à la maison pour le récréatif, mais on a droit à 4 plants pour le médical. Et les infirmières ne prescrivent pas. Les infirmières cliniciennes qui ont des droits élargis ne peuvent pas prescrire, alors qu'au Canada, elles le peuvent. On peut faire pousser à la maison pour le récréatif. Et la plupart des provinces ont un réseau de distribution privée pour la distribution du cannabis à des fins récréatives. Alors, il y a des différences à même notre beau pays. En plus, pour compliquer le tout, les villes et les municipalités ont leur mot à dire sur l'application de la loi récréative, de l'usage récréatif. Alors maintenant, il faut quasiment lire son bail pour voir si on peut fumer dans son appartement, regarder si on peut aller fumer dans le parc. Alors, c'est quand même assez compliqué. Il y en a qui disent que c'est plus compliqué de fumer maintenant que c'est légal. Alors, je vous en avise si vous venez au Québec. Donc, la différence entre le récréatif et le médical, on en a un petit peu parlé plus tôt ce matin, mais au niveau du récréatif, c'est vendu dans des boutiques de la SQDC, qu'on appelle la Société québécoise du cannabis. On n'a pas besoin de prescription. On peut posséder 30 grammes sur soi pour un usage récréatif. Les produits sont différents un peu de ce qu'on retrouve au médical. Et la SQDC va vendre en boutique, mais aussi en ligne pour les patients, pour l'usage récréatif, pardon. Au niveau du médical, donc, c'est les producteurs autorisés de Santé Canada seulement qui ont le droit de vendre des produits. Contrairement à ce qu'on pense, les cliniques n'ont pas le droit de vendre de produits. Les dispensaires sont illégaux aussi encore pour le moment. Ça prend une prescription, on peut faire pousser, mais on peut surtout posséder 3 fois plus de cannabis pour des raisons médicales. Et les produits sont déductibles d'impôts également, donc c'est quelque chose d'appréciable pour les patients. Donc, avant la légalisation, il fallait prescrire dans un cadre de recherche, absolument. Chez nous, ça s'appelait le Registre Cannabis Québec. Notre clinique on est arrivé, on a créé la clinique vers la fin de la recherche, ce qui fait que nos 300 premiers patients ont participé au projet de recherche. Maintenant, il est terminé. Ils ont atteint leurs 3000 patients et on attend les résultats cet automne. Ce que ça a fait après la légalisation, bien, de un, tous les médecins peuvent le prescrire. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'un médecin peut, qu'il veut, puis qu'il sait comment. Alors, c'est quand même une bonne chose. Ça rend le cannabis plus accessible, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. On voit aussi que la recherche médicale s'accélère depuis la légalisation. Tout d'un coup, ça devient plus une drogue illégale, mais plutôt une plante médicinale. Alors ça, c'est des très bonnes nouvelles pour nous. Et on voit une certaine augmentation de l'acceptation sociale.
Mais il y a encore un grand stigma. La semaine passée, j'avais une patiente qui est rentrée dans mon bureau, peut-être 75 ans. Elle me dit, moi, là, j'ai pas dit à mes enfants là, que je venais ici. Là. Donc, il y a encore une certaine gêne par rapport à aller chercher le traitement au cannabis. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que les patients poussent sur les médecins. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on remarque depuis la légalisation. Quand j'ai parti la clinique en 2018, là, les médecins ne voulaient pas tellement me parler quand je les appelais. Aujourd'hui, c'est eux autres qui nous appellent parce que les patients posent des questions puis ils n'ont pas les réponses puis ils n'aiment pas ça, pas avoir les réponses. Alors, ça nous aide au niveau du recrutement. Donc, les médecins sont obligés de suivre les directives du Collège des médecins du Québec. Entre autres, on parle d'un traitement de deuxième ligne, donc c'est-à-dire que le patient doit absolument avoir essayé un traitement traditionnel, soit qui a donné trop d'effets secondaires ou qui n'a pas donné de bénéfices sur sa santé. Ce qui est un peu fou parce que, dans le fond, j'ai beaucoup de patients qui viennent à la clinique et qui ne veulent pas prendre de médicaments, puis je les comprends. Ils veulent quelque chose de naturel, mais là, on leur dit, ben non, vous n'avez pas le choix, il faut essayer du Sativex, puis si ça ne marche pas, vous reviendrez nous voir. Mais ce sont les règlements que les médecins doivent suivre. On n'autorise pas beaucoup de cliniques au Québec sont illégales. Ils font ce qu'on appelle la prescription par Skype avec un médecin qui est hors Québec. La prescription dure 5 minutes, donc ce n'est pas tellement légal. Ce que le Collège des médecins demande, c'est que le patient soit face au médecin pour faire une bonne évaluation. Donc, on ne va pas prescrire aux moins de 25 ans. Il y a des hôpitaux chez nous spécialisés pour le traitement des enfants épileptiques. Alors, nous, on se concentre sur les adultes. Pour l'instant, on est assez occupés avec ça. Évidemment, on ne prescrit pas aux femmes enceintes et on ne touche pas non plus aux patients qui ont des antécédents psychologiques de bipolarité, schizophrénie, qui ont fait des psychoses par le passé. Puis je vous dirais que c'est une directive qu'on respecte parce que les fois qu'on ne l'a pas respectée, ça n'a pas été une bonne idée. Puis ce ne sont pas des bons patients pour ce traitement-là. Donc, il faut aussi que quand un médecin prescrive, il s'assure que les effets positifs vont être plus importants que les effets secondaires, évidemment. Donc, il y a beaucoup de conditions médicales éligibles qui sont acceptées par Santé Canada. Je ne passerai pas à travers toute une par une, mais évidemment, tout ce qui touche la douleur chronique, les douleurs menstruelles, mesdames, sachez que l'huile de CBD, ça fait des miracles. Hein? La reine Victoria, d'ailleurs, à l'époque, se soignait avec ça. Hein? Alors, voilà, on n'a rien découvert avec le cannabis. Là. On est juste un peu en retard. Donc, évidemment, tout ce qui est stimuler l'appétit pour l'anorexie, les gens en traitement de chimio, cancer et sida. En fait, à la clinique, on fait toujours attention de ne pas parler d'un aspect curatif du cannabis parce qu'on n'a pas encore assez d'études. On va plutôt parler de soulager les symptômes, soit de la maladie ou des traitements. Puis ce qui est bien, c'est que le cannabis peut être utilisé en combinaison avec les traitements traditionnels. Donc, on va plutôt gérer les effets collatéraux, je vous dirais. Aussi, tout ce qui est troubles du mouvement, Parkinson, la dépression, l'insomnie, les migraines, le stress post-traumatique, toutes les maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, on a des très bons résultats avec ça. Il y a certaines cliniques qui se spécialisent même dans le sevrage. Il y a des médecins chez nous, pas chez nous, mais dans une autre clinique, qui font du sevrage avec le cannabis pour débarquer les gens de l'alcool ou de la drogue dure. Donc, il y a certaines études quand même pour lesquelles on a vraiment des données probantes acceptées par le Collège des médecins. On parle entre autres de tout ce qui est douleurs chroniques neuropathiques. On en a parlé aussi un peu ce matin. Tout ce qui touche la nausée, les vomissements pour la chimiothérapie, c'est reconnu, c'est prouvé scientifiquement. La spasticité liée à la sclérose en plaques aussi. Puis l'épilepsie, on en a aussi parlé ce matin. Là, donc, effectivement, là, pour les enfants ou les adultes résistants au traitement traditionnel, ça, il y a des preuves probantes. Il y a des données statistiques sur des études sur d'autres types de maladies, mais il n'y a pas encore, on appelle ça des preuves limitées, mais je suis certaine qu'au cours des prochains mois, on aura plus d'informations parce que ce sont des pathologies qui sont actuellement en recherche. Donc, tous les troubles anxieux, le sommeil, le cancer, l'anorexie, la SLA, les troubles moteurs. Donc, ça aussi, il y a des études en cours en ce moment et on verra ce que ça va donner comme résultat. Donc, le cannabis, on en a parlé beaucoup ce matin, fait que je vais passer rapidement, sinon vous allez vous endormir, il fait chaud en plus.
Donc, comme on l'a dit ce matin, ça assure un équilibre du corps. Le système endocannabinoïde, on en a tous un. Et la plante, comme on disait tantôt, clé-serrure, c'est exactement ça. Les cannabinoïdes vont se greffer sur nos récepteurs pour assurer un équilibre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a dans la tête, ce qui fait qu'on peut jouer justement sur les douleurs neuropathiques, sur le corps, dans le corps, mais aussi sur la peau. Donc, les endocannabinoïdes produits par le corps humain, les phytocannabinoïdes, on en a parlé, produits par les plantes, et c'est le cannabis qui en contient le plus. Moi, je dis, faites attention aux cannabinoïdes synthétiques, parce que quand on parle justement de nabilone, de sésamètre, sativex, ce sont des cannabis. Oui, c'est synthétique, ça n'a rien à voir avec les huiles de cannabis naturel qu'on trouve chez les producteurs de Santé Canada. Ce sont des médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires. C'est une réplication des molécules. Ça n'a rien à voir avec les huiles naturelles de cannabis. Alors, faites une distinction avec ça. On a beaucoup de phytocannabinoïdes. On en a parlé déjà. Donc, on parle beaucoup de CBD, THC, mais il y a beaucoup de molécules comme le CBN, le CBG, dont on va entendre parler là, dans les prochains mois parce que tout d'un coup, on voit qu'il y a plus que le CBD et le THC dans le cannabis. Donc, on en a parlé aussi. Donc, le CBD, évidemment, il est très populaire parce qu'il est non euphorique. Très, très bon anti-inflammatoire. Donc, c'est un produit qui est hyper populaire chez les patients. On l'utilise aussi pour gérer l'anxiété, entre autres, les maladies inflammatoires. Et comme mentionné plus tôt, c'est aussi un antipsychotique. Alors, on peut l'utiliser pour contrebalancer les effets du THC. Donc, le THC, lui, va être aussi un antidouleur. Puis c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux patients souvent qui viennent chez nous, qu'il ne faut pas être nécessairement fermé au THC. Puis si on l'utilise en microdose, puis qu'on le prend le soir avant d'aller au lit, on ne ressentira pas les effets. Puis ça va vraiment pouvoir agir comme un antidouleur. Puis ça a des belles vertus thérapeutiques. Alors, il ne faut pas l'éliminer d'emblée. Puis pour l'insomnie, je vous le dis, ce qui marche, ce n'est pas le CBD, c'est le THC. On le voit vraiment chez les patients. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Comme on l'a dit plus tôt aussi, la combinaison est souvent souhaitable. On voit vraiment qu'une combinaison de CBD-THC en général, c'est vraiment une formule assez gagnante. Donc, ça peut créer de la bouche sèche, les yeux secs, rien qui n'est pas gérable par un patient. Certains patients qui ont des troubles de pression, ça peut jouer un peu, le THC surtout peut jouer. En général, ce ne sera pas une contre-indication à prescrire, c'est juste qu'on va le suivre un peu plus. Et évidemment, si on prend trop de THC, bien, on va peut-être avoir un peu de confusion, on va avoir très faim, puis on va dormir. Il n'y a pas d'effet secondaire répertorié pour le CBD. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est juste que pour l'instant, on n'a pas vraiment rien d'officiel qui déclare qu'il y a des effets secondaires. Donc, on a cité l'Organisation mondiale de la santé, je le cite à mon tour. Donc, les effets semblent être faibles et totalement réversibles après dispersion des cannabinoïdes dans le corps. Le risque d'accoutumance au cannabis est faible. Donc, il n'y a pas de sevrage nécessaire si on a une cessation du traitement, ce qui fait que c'est quelque chose de très intéressant pour les patients. Puis ça, vous le saviez sûrement, hein? Il n'y a pas un décès, on ne peut pas faire une overdose et mourir d'une overdose de cannabis. Il faudrait prendre 42 kg en 15 minutes. Oui, sauf en France, ça dépend du cas, mais c'est humainement impossible. Par contre, on a juste à passer à la crise des opioïdes, l'alcool, les drogues, même le Valium a tué 26 000 personnes aux États-Unis en 2015. Puis ici, nous, au Canada, c'est 250 000 personnes tuées par les opioïdes. Alors, ça, je vous dirais que ça nous aide avec les médecins parce que les médecins commencent à être conscients qu'ils prescrivent des médicaments dangereux à leurs patients. On a même en ce moment au Québec une campagne qui roule à la télévision où ils disent de faire très, très, très attention, de ne pas dépasser la dose. Donc, ça nous aide au niveau du cannabis pour dire qu'il y a peut-être une alternative qui est moins dangereuse. Donc, les terpènes, on en a parlé, donc ce qui donne le goût et l'odeur, qui offre aussi des vertus thérapeutiques. On va les considérer dans le traitement avec les huiles de cannabis. Et on parle beaucoup de l'effet entourage, donc la combinaison des cannabinoïdes et des terpènes pour avoir un meilleur résultat sur certaines pathologies. Donc, au niveau du traitement,
Canopy Growth, entre autres, a développé un spectrum de couleurs qui rend la compréhension pour le patient très facile. Donc, il y a des produits qui sont 100% de concentration THC, ou bien pas 100%, mais à forte concentration THC, à l'opposé, les produits forte concentration CBD, et on a aussi des produits moitié-moitié, ou dépendamment de la concentration équilibrée THC-CBD. Donc, souvent, je vous dirais que nous, chez nous, on appelle ça l'huile rouge, l'huile bleue, l'huile jaune. C'est 90% des patients, on peut à peu près traiter toutes les pathologies avec ces trois huiles-là. Et pour le patient, de lui dire, bien, monsieur, vous allez prendre l'huile jaune le matin et l'huile bleue le soir, c'est pas mal moins mêlant que dire THC, CBD, parce que je vous jure, les patients rappellent et dire, bien là, j'ai du TBD ou du HTC, là, ils viennent mêler dans les acronymes, c'est normal. Donc, d'utiliser un code de couleur, c'est facilitant. Donc, on a évidemment accès à la fleur séchée pour vapoter. Mais on a aussi les huiles qui sont disponibles sous forme de bouteilles qu'on peut prendre avec une pipette graduée par la bouche, tout simplement. On a les vaporisateurs aussi et les gélules qui sont un format très pratique. Je vous dirais qu'au niveau de l'effet, il est sensiblement le même. C'est beaucoup plus une question soit, mettons, quelqu'un veut que ce soit discret, alors les gélules, ben, c'est une bonne façon de consommer son cannabis sans que ça paraisse trop dans un souper de famille. Donc, ce qui s'en vient, comme je le mentionnais, c'est les patchs transdermiques et les crèmes aussi qu'on attend avec impatience. Donc, je vais aller rapidement là-dessus parce qu'on en a parlé. Donc, l'avantage d'inhaler, c'est que pour certaines conditions de santé, ça peut être nécessaire de vapoter, en fait, parce que, par exemple, quelqu'un qui fait de la migraine, il ne veut pas attendre 2 heures que son huile fasse effet. Il veut l'effet immédiatement. Fait que ça, c'est un patient qui va vapoter. Quelqu'un qui fait une crise d'anxiété, c'est quelqu'un qui va vapoter. Quelqu'un qui a une attaque de douleur due à la sclérose en plaques, c'est quelqu'un qui va vouloir vapoter. Par contre, rien n'empêche d'utiliser une combinaison des deux. On a des patients chez nous qui vont prendre du CBD sur une base régulière pour diminuer les migraines. Et quand une crise commence, il va vapoter. C'est quelque chose de possible aussi. Donc, les huiles, on en a parlé. Ça prend plus de temps à faire effet. Ça peut être un problème, mais en même temps, l'avantage quand on traite l'insomnie ou la douleur chronique, c'est que ça peut durer 6, 8, même 10 heures selon le métabolisme. Alors, c'est sûr que ça devient un produit qui est intéressant. Donc, c'est fini le temps où on poussait le cannabis dans les champs. Maintenant que c'est un produit médical, on a vraiment des critères pharmaceutiques. Alors, c'est fait en laboratoire, c'est très, très contrôlé. Santé Canada ne se gêne pas pour jeter des produits à grande échelle si ça ne correspond pas aux normes soit de salubrité, moisissure, champignons, ou même de concentration, ce qui est bien parce que ça protège le patient sur le produit qu'il achète. On en a parlé, il y a des centaines de souches de cannabis. J'aime ça comparer ça au cépage dans le vin. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir 2 bouteilles de rouge, puis il y a une bouteille de rouge que vous allez aimer plus qu'une autre, parce que ce n'est pas le même cépage. C'est la même chose dans le cannabis. On peut avoir 2 bouteilles de CBD avec la même concentration, et il y en a une qui va fonctionner mieux qu'une autre, parce que ce n'est pas les mêmes souches, ce n'est pas les mêmes terpènes dedans. Alors, on incite souvent les patients à essayer plus qu'un produit afin de découvrir celui qui fonctionne le mieux. On en a parlé aussi, donc rapidement, Sativa Indica. Sativa qui est réputé pour être... c'est plus une façon de classer les produits. Parce que je vous dirais que c'est de moins en moins pertinent, cette classification-là, parce que de plus en plus, les huiles sont des huiles hybrides qu'on appelle. Alors, la distinction Sativa Indica, on la trouve seulement avec l'huile de THC sur le marché médical au Canada. Donc, c'est une notion qu'on utilise un peu moins auprès des patients, du moins. Donc, le dosage, c'est toute la question que je me suis fait poser aujourd'hui aussi, puis que les patients nous posent, combien j'en prends? Mais c'est plate parce qu'on aimerait ça dire, vous en prenez tant, puis ça va marcher, mais la réponse, c'est que ça dépend de la personne, puis il y a vraiment... C'est inexplicable. Moi, j'ai très bonne tolérance au THC, plus que mon chum qui a 2 fois ma carrure. J'ai une patiente qui prend une dose incroyable de THC le soir avant de se coucher. Je ne sais pas comment elle fait pour prendre ça. Elle a 75 ans. Mais elle m'a dit, Véronique, ça fait 30 ans que je n'ai pas bien dormi comme ça. Bon, parfait d'abord, mais jamais
je lui aurais dit de prendre cette quantité-là. Fait que c'est très difficile de trouver le bon dosage. Donc, c'est pour ça que ça demande aux patients de faire une période qu'on appelle de titrage, c'est-à-dire une période d'essai-erreur. On va lui donner un guide de départ, mais après ça, il doit faire ses propres essais. Puis, ce qu'on dit aux patients, c'est faites-vous confiance. C'est sécuritaire, vous connaissez votre corps mieux que personne. Fait qu'il faut laisser une certaine latitude aux patients pour essayer ces produits et ces dosages. Donc, on en a parlé aussi tantôt. Effectivement, je confirme, on commence à petite dose, puis on augmente graduellement. Idéalement, on ne commence pas le cannabis avant une grosse réunion importante au bureau, là, juste au cas. Donc, on fait ça chez soi pour voir comment on réagit, on augmente tranquillement. L'idée d'augmenter tranquillement, c'est pas tant pour éviter les effets secondaires que parce que notre but, c'est de trouver la plus petite dose qui va soulager le patient pour que ça lui coûte le moins cher possible. Alors, en commençant à petite dose et en augmentant, si on se rend compte qu'en 1 millilitre, le patient est bien, ça ne sert à rien d'augmenter. Et puis, l'autre chose aussi, parce que souvent, je me fais poser la question, justement, la quantité, ça va dépendre. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'anxiété, ce qu'on remarque, c'est qu'une petite dose de CBD à tous les jours fonctionne bien. Quelqu'un qui souffre de sclérose en plaques ou de fibromyalgie, lui, ça va être un mélange de THC le soir puis des grandes doses de CBD 3 fois par jour. Fait que je vous dirais que c'est plutôt avec l'expérience des patients qu'à un moment donné, on vient par établir certains protocoles de traitement. Puis je suis certaine qu'on va en savoir encore plus dans 1 an. Donc, comment ça se passe, le processus de prescription? Donc, au Québec, évidemment, on va faire une évaluation du patient, comme toute consultation médicale. On va vraiment regarder les traitements qu'il a déjà essayés, les traitements qui ont échoué. On va regarder ses antécédents. Est-ce qu'il a subi une chirurgie récemment? Est-ce qu'il a des antécédents psychologiques? Et le profil pharmacologique. Ça, super important. Il n'y a pas un patient chez nous qui peut avoir un rendez-vous avec un médecin s'il n'a pas amené sa liste de médicaments. Puis ça, c'est vraiment fascinant parce que les gens disent « Non, moi, je ne suis pas malade », mais il y a comme 18 médicaments dans son dossier pharmacie. Puis là, on lui dit monsieur, vous êtes diabétique? Ah oui, c'est pour ça que je prends ça. Hein, déjà, je ne me souvenais plus, c'est comme ça. » Alors, il faut vraiment, il ne faut pas se fier à la mémoire du patient pour parler de ses médicaments. On demande d'avoir la liste pour s'assurer vraiment qu'on a une compréhension complète de son dossier. On va regarder aussi les habitudes de vie. Si c'est un ancien fumeur, on ne veut probablement pas le faire vapoter. Si on sait qu'il y a déjà eu des problèmes de toxicomanie, on va faire attention aussi. Si c'est quelqu'un qui est retraité, c'est pas pareil que quelqu'un qui travaille avec de la machinerie lourde. On sait qu'il ne pourra pas prendre de THC le jour. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants à la maison? Est-ce que c'est quelqu'un qui habite en résidence? Si oui, il va falloir gérer l'administration du produit avec le personnel là-bas. Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup en dehors du Canada pour les affaires? Si oui, il faut qu'il soit conscient qu'il ne pourra pas voyager avec son cannabis. Alors, on va vraiment faire un profil même des habitudes de vie du patient. Donc, vous le savez peut-être, quand un patient débarque chez un médecin, il va étaler tous ses problèmes de santé. Des fois, il y en a beaucoup. Puis, c'est important de ne pas s'attaquer à tout en même temps. Ça ne sert à rien de tout prendre de front. De un, ça devient difficile à mesurer. Donc, on demande toujours aux patients de dire, bon, sur quoi vous voulez travailler, 1 ou 2 problèmes. Par exemple, OK, là, on va commencer avec l'anxiété, la douleur, ou la douleur et l'insomnie. Puis, on demande aux patients de compléter un journal de bord, justement, sur les essais qu'il va faire, de noter, bon, j'ai pris telle dose, voici comment je me suis sentie. Parce que lorsque l'infirmière va faire le suivi médical, ça nous permet de comprendre un peu mieux là, ce qui a été essayé. Donc, la prescription, ce n'est pas, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais nous, en fait, au Québec, d'habitude, c'est le médecin a un pad sur son bureau, il signe ça, puis le patient va à la pharmacie chercher son produit. Le cannabis n'est pas organisé de la même façon. Les pharmaciens ne sont pas impliqués dans la distribution du cannabis à des fins médicales. Ce qui fait que chaque producteur de cannabis, chaque fournisseur a son document de prescription médicale. Nous, on est rendu une assez grosse clinique maintenant pour avoir notre propre prescription. Mais sinon, ça fait beaucoup de paperasse pour le médecin et c'est un des freins aussi à la prescription. En général, là, on va mettre 1 gramme par jour pour 12 mois. La plupart des médecins, c'est
En général, la prescription de base, ça donne 30 grammes par mois de cannabis, qui donne à peu près 5 bouteilles d'huile par mois, ce qui est suffisant habituellement. On va toujours inscrire le patient auprès de 2 producteurs pour plusieurs raisons, parce qu'on veut qu'il puisse essayer plusieurs produits, mais aussi parce qu'on veut si jamais il y a une rupture de stock dans les produits, parce que malheureusement, ça arrive encore, on ne veut pas que ça se retrouve pris de court, là, évidemment. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut mettre des limites sur la prescription, au moins. Par exemple, si vous ne voulez pas que le patient fume, c'est possible de prescrire des huiles seulement. Si on ne veut pas que le patient prenne du THC, c'est possible d'indiquer sur la prescription que le patient n'a le droit de commander que du CBD. Alors ça, pour les médecins, c'est très rassurant de savoir qu'on peut exercer un certain contrôle. Donc, la prescription, elle est faxée par la clinique et le patient doit s'inscrire comme client auprès des producteurs de Santé Canada. Ensuite, il commande ses produits en ligne ou par téléphone directement auprès des producteurs et les produits sont livrés au domicile. Ça fait 20 ans que c'est organisé comme ça fonctionne très bien. Puis la légalisation, pour l'instant, n'a rien changé là, au processus de distribution des produits. Donc, je vais vous parler un petit peu des rôles et responsabilités des différents professionnels de la santé dans la prescription du cannabis médical. Alors, évidemment, le médecin, il doit valider l'éligibilité du patient. En bout de ligne, c'est lui qui a la responsabilité professionnelle. Il va faire les notes cliniques pour le dossier qu'on documente de façon exhaustive. Il va évidemment signer la prescription. C'est le seul qui est autorisé à signer la prescription. Il va assurer évidemment une collaboration avec les professionnels de la santé au dossier du patient si requis. L'infirmière, je vous dirais que c'est celle qui en sait le plus. Elle en sait plus que nos médecins parce que les infirmières chez nous font 80% du travail auprès du patient. C'est elles qui font les suivis aussi, puis font l'enseignement. Et elles sont, en fait, les infirmières chez nous ne font que le traitement au cannabis à temps plein tous les jours, alors que les médecins, souvent, ça va être un outil parmi leur coffre à outils, donc ils ne sont pas nécessairement des spécialistes dans le cannabis, d'où l'importance d'être accompagnés par une équipe d'infirmières. Donc, c'est vraiment l'équipe chez nous qui va faire l'éducation aux patients, l'enseignement sur les produits, les dosages, qui va parler des effets secondaires possibles. On va l'aider aussi à faire son plan de traitement. Donc, selon la pathologie, selon les médicaments que le patient prend, on va lui faire un plan de traitement personnalisé. On va même l'aider à s'inscrire. On va lui montrer comment commander ses produits parce que, et oui, il y a encore des gens qui n'ont pas de courriel d'Internet. Alors, il faut pallier à ça souvent. Et offrir un support durant le traitement, ça, je vous dirais, là, c'est une job à temps plein. Parce que chez nous, on a quelqu'un qui ne fait que ça, répondre aux questions des patients. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, Nature Médic a eu un si grand succès. Le fait de prendre en charge les patients pour les médecins, s'occuper du volet administratif, les dégager des questions des patients pour qu'ils puissent se concentrer sur l'évaluation et la prescription. C'est ce qui fait qu'on acquiert autant facilement des médecins. Il y a beaucoup de questions. Les patients, entre le moment où les patients viennent chez nous, ils retournent à la maison, ils reçoivent leurs produits, ils ne se souviennent plus. Ils ne se souviennent plus c'est quoi leur plan de traitement. Ils sont mêlés, le THC, le CBD, le jour, le soir. Fait il y a beaucoup d'accompagnement à faire parce que c'est un produit qui est encore stigmatisé et peu connu et pas disponible en pharmacie. Donc, c'est les infirmières chez nous qui font le suivi médical auprès du patient systématiquement au bout de 6 à 8 semaines. On rappelle le patient pour savoir comment il va, s'il a besoin de changer son traitement, s'il y a des effets secondaires. Puis si jamais il y a un problème ou si on a un doute, on va évidemment consulter le médecin prescripteur. Le patient aussi a ses responsabilités. Il faut qu'il fournisse les documents demandés pour sa prise en charge, puis surtout ne pas dissimuler d'informations concernant son état de santé. Puis ça, on en a eu. On en a eu des gens qui ne nous ont pas dit qu'ils ont fait une psychose par le passé ou qui souffraient de bipolarité sévère et ce n'est pas très heureux.
On leur demande aussi de s'approvisionner auprès des producteurs de Santé Canada, même si c'est légal d'avoir des plants de cannabis à la maison pour un usage médical. Les médecins qui collaborent avec nous ne sont pas à l'aise à signer la prescription pour ça. C'est une prescription qui est différente. Puis je les comprends parce qu'ils ont une responsabilité professionnelle envers les patients. Et une fois que le patient fait pousser à la maison, on n'est pas nécessairement sûr de la qualité des produits, de la quantité. Donc, pour l'instant, nos médecins ne sont pas rendus là encore. Donc, on va demander aux patients aussi de respecter les dosages, de se rendre à son rendez-vous de suivi, puis de nous aviser aussi s'il y a trop d'effets secondaires. Il me reste combien de temps? 5 minutes? OK. OK, je vais y aller vite. Ou s'il arrête le traitement, parce qu'on veut évidemment se faire documenter pourquoi il arrête le traitement. Le pharmacien n'est pas impliqué dans notre processus de distribution. Par contre, comme je le disais, il serait bien que quand il voit un patient débarquer avec 16 médicaments à son dossier, puis que le patient a encore mal, ce qu'on espère, c'est que le pharmacien va se dire, bien, ça serait peut-être un bon candidat pour le cannabis et le référer dans une clinique. Il y a très peu d'interactions médicamenteuses, je vous dirais. On peut l'utiliser en combinaison avec des traitements. Et on peut remplacer, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut remplacer plusieurs médicaments par ça. Et que l'enseignement au patient, plus on passe de temps avec le patient en début de traitement, plus on s'assure du succès. Donc, le suivi, bien, je vais passer rapidement. Donc, on va s'assurer que la fonctionnalité est bonne, que les symptômes s'améliorent. Donc, le coût du traitement. Chez nous, au Canada, les frais cliniques pour les services des médecins infirmières et les produits, c'est déductible d'impôts. Certaines compagnies commencent à rembourser. C'est très intéressant, évidemment, pour les patients. Il y en a très peu, mais ça commence. Il existe chez tous les producteurs de Santé Canada des programmes Compassion qui donnent des rabais aux patients qui ont des faibles revenus. Et saviez-vous que les vétérans, pour eux, c'est gratuit. Pour gérer l'anxiété et le stress post-traumatique, ils ont droit, le cannabis est payé. Donc, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les patients chez nous vont dépenser à peu près l'équivalent de 80 € par mois pour leur huile, ce qui équivaut à peu près à une bouteille et demie par mois. Évidemment, ce n'est qu'une moyenne. Il y en a que c'est moins, il y en a que c'est plus. Donc, je suis déjà rendue dans les constats, alors j'achève, donnez-moi 5 minutes. Donc, on obtient une réponse positive dans environ 70 % des cas. Ce n'est pas parfait, mais c'est pas mal plus que la médication traditionnelle où on parle chez nous d'environ 30 %. Il faut essayer plusieurs produits pour trouver le bon. Le dosage varie énormément d'un patient à l'autre, j'en ai parlé, et même si les gens ont toute la documentation en main, une fois à la maison, ils oublient. Alors, il faut mettre en place un processus de soutien téléphonique ou d'accompagnement. Et le protocole définitivement le plus populaire, c'est l'huile de CBD le jour et une huile moitié THC, moitié CBD le soir. Ce qu'on appelle chez nous un produit là, pour la douleur et le sommeil là, qui se prend comme 1 heure ou 2 avant d'aller au lit. Donc, au niveau des lacunes, c'est un traitement qui est encore coûteux pour le patient. Alors, c'est un frein. Malheureusement, certains patients n'ont carrément pas les moyens de se payer le traitement. Il n'y a pas de formation chez nous, même si c'est légal. Le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières ne donne aucune formation. Ça se passe encore sous forme de conférences et de webinaires. Donc, on n'a curieusement pas encore donné de certification officielle. Les pharmaciens ne sont pas impliqués, j'en ai parlé. Le titrage, ça peut être long chez le patient, puis il y a certains patients qui se découragent et qui abandonnent le traitement. On a parfois des ruptures de stock. Pendant des ruptures de stock, il y a des fois un produit qui était disponible en huile, tout d'un coup devient disponible seulement en gélule. Et là, le patient il devient mêlé, puis c'est normal parce que ce n'est pas les mêmes concentrations, les mêmes dosages. Et évidemment, on a une limite pour conduire. Si on consomme du THC, on ne peut pas prendre le volant et on ne peut pas voyager. Par contre, c'est vraiment un traitement qui offre des grandes possibilités. C'est très sécuritaire. Il n'y a pas de sevrage. Un patient peut prendre ça tous les jours pendant 31 mois, arrêter subitement. Il n'y a pas de sevrage à faire. Il n'y a pas de risque de mortalité. Il y a très peu d'effets secondaires. Les patients se plaignent rarement d'avoir des effets secondaires du traitement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter le dosage même à chaque jour. Par exemple, on sait que la température, la météo peut jouer sur la douleur chronique. Alors, une journée, un patient qui a plus
plus de douleur, peut augmenter sa quantité de cannabis. Le lendemain, il peut la diminuer. Alors, ce n'est pas un traitement rigide dans lequel il faut cadrer le dosage. Comme je le mentionnais, on peut utiliser en combinaison avec d'autres traitements. On se rend même compte de plus en plus que le cannabis augmente l'efficacité de certains traitements traditionnels. Entre autres, il y a une étude qui est sortie qui dit avec le cannabis, on peut utiliser 30% moins de morphine pour les mêmes résultats. Et on peut utiliser l'huile topiquement aussi. Fait qu'autant qu'on peut la prendre par la bouche, on peut en mettre sur la peau. Puis ça, c'est très intéressant parce que l'huile de THC est utilisée pour les carcinomes, l'huile de CBD pour le psoriasis. Et puis, mesdames, il paraît que ça va être la crème de jeunesse du futur parce qu'il paraît que c'est plein d'antioxydants puis que je suis sûre que les crèmes vont apparaître bientôt. On peut combiner les huiles. Donc, par exemple, ma mère qui souffre de douleurs neuropathiques, elle n'a pas tout à fait trouvé sur le marché l'huile exactement que ça lui prend. Fait qu'à force de faire ses essais, là, elle prend une pipette, 1 millilitre de CBD, 0,5 de THC pur le soir, puis elle, c'est ça qui fonctionne. Donc, fait qu'on peut même mélanger nos huiles ensemble pour faire notre propre traitement. Et comme je mentionnais tout à l'heure, on peut combiner là, les modes de consommation. Donc, on peut prendre de l'huile et vapoter au besoin. Donc, le cannabis, ce n'est pas un produit miracle, mais ce qui est certain, c'est que même si il est très prometteur, et puis le feedback des patients, pour nous, est une preuve concrète que ça fonctionne. Merci. Pardon. Est-ce que vous pourriez revenir un instant sur la slide où il y avait les indications, hein, il y avait une assez longue liste. Des pathologies? Oui, des pathologies. Oui, certainement. Oui. Si vous la retrouvez. Oui, ça va être juste un peu long, mais il n'y a pas de problème. Ça s'en vient. Vous allez pouvoir revoir la présentation à l'envers. C'est parfait. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, attendez, où est-ce que... Et voilà. Oui, voilà, absolument. C'est cette diapo-là. Et alors, vous avez fait un moment une remarque sur les maladies inflammatoires du tube digestif. Donc, je suppose que c'est maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Et vous avez dit, comme ça, rapidement, que ça marchait plutôt bien dans ces oui, ce qu'on observe sur le terrain avec les patients, c'est qu'on a une bonne réponse. Ouais. C'est pour ça que c'est extrêmement dommage que chez nous, les indications aient été aussi étroites, parce que voilà, il y a toute une série de domaines dans lesquels le niveau de preuve est peut-être pas aussi élevé, mais où il y a manifestement beaucoup de signes qui indiquent que ça pourrait être tout à fait utile et on n'a absolument pas tenu compte. Exactement, c'est tout à fait mon point, c'est qu'on n'a pas toujours les études scientifiques, mais les patients nous disent que ça marche. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'on va se fier sur les patients. Merci. Oui, moi, je voudrais revenir sur un point. Vous avez parlé de la commande directe de la part du patient directement chez le producteur. Vous avez rappelé que les pharmaciens ne sont pas impliqués. Comment se fait-il que les pharmaciens soient totalement exclus du système? Parce que pour l'instant, le cannabis n'est pas reconnu comme un médicament officiel, un traitement officiel. Donc, il n'y a pas de DIN qu'on appelle le numéro de produit qui permet d'être distribué en pharmacie. Alors, pour cette raison, ça ne l'est pas. L'autre chose aussi, c'est qu'il y avait une résistance très, très forte des pharmaciens au Québec qui étaient fermés au traitement. Alors, ça a ralenti leur implication dans le dossier. Et là, la question qui se pose, tout le monde est d'accord que les pharmaciens devraient jouer un rôle au Québec, mais c'est de voir comment, parce que c'est beaucoup de temps. C'est des services non rémunérés pour les pharmaciens qui ne sont pas nécessairement prêts à faire et à offrir. Alors, on est un peu dans ces questionnements-là en ce moment. Merci. Oui, merci pour votre présentation. Concernant les soins palliatifs, comment c'est géré au Canada? Quel est le niveau de THC maximum? Enfin, 25%, ce que j'ai vu, mais on peut arriver à 29%, je crois.
Et comment est perçu ça et comment les patients se procurent leur... Oui, mais une chance, je ne suis pas allée aux soins palliatifs, je ne peux pas vous répondre non. Mais en fait, on parle, nous, le THC, en ce moment, au médical, c'est du 26 % le plus élevé. Je sais qu'il y a plus élevé que ça ailleurs, mais on parle de 26 % de THC. Je ne pourrais pas vous dire les protocoles exacts qui sont administrés aux soins palliatifs, mais je sais qu'ils utilisent autant le THC que le CBD, justement pour traiter la douleur, mais surtout l'humeur, l'anxiété, procurer une détente, aider au sommeil, stimuler l'appétit, toutefois que souvent en fin de vie, c'est un peu, des fois les patients, c'est un peu moins nécessaire, là, donc, mais j'ai pas de médecin là-bas, mais je sais que souvent dans les cas des soins palliatifs, les fournisseurs autorisés, comme par exemple Canopy, eux vont s'affilier directement avec l'hôpital pour que le médicament soit envoyé rapidement. Comme chez nous, les cas de cancer sont toujours traités en priorité parce qu'on s'entend que, bon, quelqu'un qui souffre de fibromyalgie, c'est important de le traiter, mais on a des patients qui sont morts pendant leur traitement. Ils sont arrivés chez nous, puis c'était déjà très avancé. Donc, on les passe en priorité, mais quand on parle de soins palliatifs, à ce moment-là, une clinique comme la nôtre ne va même pas intervenir. Ça va être directement le producteur de Santé Canada qui va envoyer le cannabis au médecin directement. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Donc vous avez dit que les pharmaciens ne sont pas du tout impliqués dans le process. Et est-ce qu'il y a une monographie à la pharmacopée canadienne sur le cannabis ou sur les produits qui sont distribués? Et comment il fait le contrôle qualité en fait, des produits que vous distribuez? Le contrôle de la qualité des produits? Avec le taux des cannabinoïdes, je suppose aussi oui. Les champignons, les métaux lourds, tout ça? Oui, c'est ça, c'est contrôlé par Santé Canada. Puis quand on va sur les sites des producteurs autorisés, justement, on peut avoir vraiment l'information sur... quand on clique sur les produits, on a vraiment toute la monographie. On voit les souches, on voit les terpènes, on voit vraiment la concentration. Puis les tests sont effectués régulièrement dans les laboratoires. Donc réellement, Santé Canada se présente, font des tests. Ils vont vérifier l'air, la terre, l'humidité, justement les moisissures et tout ça. Puis s'il y a un doute, comme là, je sais qu'il y a eu quelques histoires de fertilisants qui ont été utilisés, qui finalement, Santé Canada dit non. Fait que les compagnies ont toutes jeté leur cannabis. Là, donc, c'est très, très rigoureux comme processus. Non. Peut-être au niveau des producteurs, mais non. Moi, je ne suis pas au courant, non. Merci pour la belle présentation. Je viens du Luxembourg, donc pas très loin. J'ai fait mes études de médecine ici il y a 40 ans. Donc, je voulais juste quand même dire que, comme on est très près de l'Allemagne ici, comme luxembourgeois, on est mi-français et mi-allemand. Les Allemands ont légalisé complètement le cannabis médical en mars 2017, avec la voix de tous les parlementaires, y inclus celle des partis d'extrême droite, qui est quand même... bien implanté en Allemagne, puisque les preuves de l'évidence du cannabis médical sont tellement évidentes que le Parlement a donc voté unanimement l'accès au cannabis médical. Donc l'Allemagne, depuis plus de 2 ans, commence à bâtir une belle expérience sur le cannabis médical. Et comme on est tout près ici de l'Allemagne, ils ont d'ailleurs fait une loi qui permet à tous les médecins de prescrire. Il n'y a pas d'indication limitative sur les maladies qui devraient être traitées. Donc, c'est aux médecins de juger de l'opportunité du traitement. Et donc, il n'y a pas de demande à faire au ministère et les caisses de maladie remboursent donc selon le document du médecin justifiant donc le traitement. Dans Luxembourg, on a aussi eu la chance d'avoir une légalisation du cannabis médical il y a 6 mois. Donc ça commence, avec les difficultés de l'accouchement que ça fait, on commence quand même à bâtir une petite expérience. Là aussi, quand même étonné qu'on n'ait pas repris la législation allemande, puisque on dit en France qu'il y a une grosse bureaucratie, mais je pense que les Allemands ont une bureaucratie au moins aussi puissante que la France. Donc ça... En France, il doit y avoir d'autres freins et d'autres limitations
que simplement la lourdeur de la bureaucratie. On a aussi parlé ce matin, donc, comme je suis aussi spécialiste de la douleur, on a parlé ce matin que de la pharmacologie classique demandait aux médicaments de connaître exactement le mécanisme d'action. Je suis très étonné d'entendre ça, puisqu'un des médicaments les plus vendus au monde, le paracétamol, vous pouvez demander le Dafalgan, donc vous pouvez demander à votre médecin traitant comment il agit. Et justement, on ne sait pas où le paracétamol agit, donc on pense que c'est plutôt un analgésique central. Et donc là, cette idée que la pharmacologie classique réservait donc l'autorisation à des médicaments dont on connaît le mécanisme d'action, je pense que cette affirmation ne tient pas. Et au contraire, le cannabis médical, on commence à bien connaître son mécanisme avec les récepteurs, le système endocannabinoïde. Et pour terminer, comme il y a beaucoup de confrères jeunes dans la salle, il y a quand même 2 grandes sociétés mondiales maintenant pour le cannabis médical. En dehors de cette belle manifestation ici à Strasbourg, il y a quand même l'International Association for Cannabis Medicine, donc qui tient un congrès annuel mondial. Le prochain, c'est à Berlin le 1er novembre. Et l'International Cannabis Research Society, qui représente plutôt la partie scientifique du cannabis médical, dont le congrès a lieu la semaine prochaine. Je crois qu'il y a encore si vous avez un ambiance, à Washington, à Bethesda. Et quand même aussi la dernière information, le premier journal scientifique sur le cannabis médical a vu le jour à peu près il y a 1 an, publié par la firme scientifique de publication de livres et de revues médicales Cardia, qui est dans une filiale de Team, le grand producteur de revues et de livres médicaux en Allemagne. Donc, il s'appelle Medical Cannabis and Cannabinoids et qui est en open access. Voilà, merci. Mais vous avez raison, hein? Tous les médicaments sont des drogues, mais c'est comme si on oublie ça quand on arrive au cannabis, mais c'est ça. Oui, monsieur? Okay. Je voudrais vous remercier pour cet exposé riche de retour d'expérience. Je voulais vous demander si vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur les registres. Vous avez fait part des registres juste un peu avant la légalisation. Concrètement, comment ça s'est passé? L'étude, oui, tout à fait. Un tout petit peu, si vous nous parlez un tout petit peu plus, et comment est-ce que c'était organisé? Oui, exactement. Merci. Alors, on devait voir les patients à tous les 3 mois pour remplir des questionnaires. Donc, il y avait des questionnaires sur l'échelle de douleur, les activités de vie quotidiennes, puis d'autres questionnaires là, sur les symptômes et tout ça. Il fallait documenter la posologie du patient. Il fallait faxer les questionnaires au Centre de santé McGill et au Collège de médecins qui chapeautaient la recherche. Et il fallait aussi rentrer les données dans une espèce de logiciel de recherche qui s'appelait REDCap. Donc, c'était beaucoup de travail. Mais c'est ça. Donc, à tous les 3 mois, on revoyait le patient, on remplissait tous les questionnaires, on les envoyait. Et puis, comme je mentionnais, là, maintenant qu'ils ont atteint leurs 3000 patients requis, au mois d'octobre, on va avoir les résultats de cette recherche. Ceci dit, mon humble avis, certains questionnaires n'étaient pas très bien montés. Alors, je ne m'attends pas à avoir des grandes révélations lors du rapport de recherche. Par exemple, il y a une question qui disait au patient quelle est votre douleur dans les derniers 24 heures? Mais ça se peut que le patient, c'est précis, mais en même temps, ça ne l'est pas. Parce que, mettons, quelqu'un qui vient me consulter pour les douleurs menstruelles, elle va dire, ben 0, parce que, tu sais, je n'ai pas été menstruée. Mais fait que c'est comme des captures d'écran qui ne donnaient pas un bon portrait, je trouve, du patient devant nous. Alors, je pense que ça va quand même donner un guide. Par exemple, on va être capable de voir quels médicaments on a été capable de remplacer par le cannabis ou de diminuer. Mais c'est ça, je ne sais pas à quel point on va avoir tout non plus dans cette recherche-là. Ceci dit, les projets de recherche au Canada continuent. Il y en a de plus en plus. Nous, comme clinique, comme on a les patients, on s'est fait déjà approcher par 3-4 compagnies qui veulent faire des projets de recherche. Alors, c'est sûr qu'on va en trouver un autre éventuellement là, pour recommencer à faire de la recherche. C'est vraiment important. Dernière question.
Avant-dernière question. Bon, j'irai vite alors. Déjà, merci pour votre bel exposé qui nous fait rêver. Hein, la législation au Québec, on sera content Ouais, quand... pas le cancer. Ah, là. oui, Ça, oui, ça ne oui. vous fait pas rêver. Là. Oui, si, quand même. En France, on se rend compte qu'on est vraiment très, très, très en retard. Bravo aussi d'avoir tiré parti de vos malheurs et en ayant créé quelque chose qui aide tellement les gens, d'avoir créé cette belle clinique. Alors, j'ai une question d'ordre général. Êtes-vous soumise à une législation particulière concernant la prise en charge de patients venant de l'étranger? Effectivement, il faut... en fait, non, pas en termes de prescription, mais le problème, c'est que la prescription qu'on va lui faire, il ne pourra pas l'utiliser. Alors, on n'en prend pas. Ah bon? Parce que la prescription, elle est canadienne et elle est valide seulement au Canada auprès des producteurs de Santé Canada parce qu'on a eu des appels de gens de la France qui voulaient venir au Québec recevoir la prescription, mais ils ne pourront pas repartir avec les produits. Et par mail, puisqu'on peut se les faire envoyer par mail, non? Vous êtes... Comme clinique, je ne peux pas me prononcer. Je D'accord. sais que j'ai des patients qui font 6 mois en Floride qui, eux, prennent sur eux le risque de s'envoyer à leur adresse à Fort Lauderdale leurs produits de cannabis. Mais moi, je ne peux pas leur dire ça, mais je sais qu'il y en a qui trouvent des façons de naviguer dans le système. Oui, c'est difficile. Et juste, pourquoi la bipolarité est-elle une contre-indication, même la bipolarité de type 2 étant donné que, comme vous l'avez dit, on peut doser suivant les moments. Oui, c'est un bon point. Je vous dirais qu'il y a une ouverture de plus en plus, même si le Collège des médecins dit non, au niveau du pratique sur le terrain, les médecins de plus en plus s'ouvrent à ça. En fait, on va évaluer la sévérité de la bipolarité. Quelqu'un bipolaire sévère, c'est sûr que non, ça ne fonctionne pas. Ils deviennent confus dans le traitement, sont désorganisés, ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui a une bipolarité légère, bien contrôlée, on pourrait le prescrire du CBD seulement. Alors, je voudrais, quand on a un cas schizophrénie, psychose, c'est non. Mais bipolarité, on va évaluer avec le médecin. C'est lui qui va décider, OK, oui, elle, je vais la prendre, puis on va la suivre. Alors, il y a quand même une certaine latitude sur le terrain. Moi, j'aimerais savoir comment vous soignez le glaucome. Oui, le glaucome, c'est drôle parce que je vous dirais que c'est une des conditions de santé pour lesquelles en ce moment on a de moins bons résultats. Mais je sais qu'il y a une autre clinique au Québec qui, elle, c'est la condition de santé pour laquelle elle a les meilleurs résultats. Donc, on doit justement se parler pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Ça serait le THC qui aurait un bon effet sur le glaucome. Et j'ai justement suivi un webinaire il n'y a pas longtemps parce que ça me titille de savoir pourquoi on n'a pas des bons résultats. C'est un médecin de Vancouver qui disait que le THC en combinaison avec la médication traditionnelle pour le glaucome semblait être ce qui fonctionnait le mieux, plus que le cannabis seul et plus que le traitement traditionnel. Je ne le connais pas, donc je ne sais pas c'est quoi exactement. Puis elle suggérait une combinaison des deux. Exactement. Bien, merci. Merci.